Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser au cas d'une sélection nationale. On va traverser la Méditerranée pour aller voir ce qu'il se passe du côté de l'Algérie, de Riyad Mahrez, de Vladimir Petkovic, de Youssef Belaïli et de plein d'autres encore. Alors l'Algérie, où est-ce qu'elle en est dans ses qualifications pour la Coupe du Monde 2026? Eh bien, tout va bien, même si c'est pas encore fait. Les Algériens sont en tête de leur poule et ont 4 points d'avance à 2 journées de la fin sur l'Ouganda et le Mozambique, et surtout ils ont un prochain match à jouer face à la Somalie, dernière de la poule et déjà loin des autres. Pour les Algériens, le seul objectif, il est clair, c'est battre la Somalie pour assurer leur qualification directe pour la Coupe du Monde et surtout s'éviter un dernier match qui pourrait être un petit peu gênant face à l'Ouganda. Donc voilà la mission à court terme pour les Algériens, mais c'est vrai que le dernier mois a été un petit peu agité pour la sélection et pour son sélectionneur Vladimir Petkovic. Beaucoup de critiques à l'issue d'une rencontre très triste le mois dernier face à la Guinée. C'était un match nul 0-0 en Guinée qui a un petit peu cristallisé tous les problèmes actuels de la sélection. À la fois des problèmes d'hommes, et Petkovic a été beaucoup critiqué pour le choix de certains hommes et le fait de ne pas remettre en question certains statuts. On peut penser au cas de Riyad Mahrez qui a beaucoup fait parler, on peut penser à Zerouki, on peut penser aussi à Benrahma, voire à Aïssa Mandi. Mais aussi, ce qui a beaucoup fait parler concernant Vladimir Petkovic, c'est le fait qu'il sous-coacherait son équipe. Alors sous-coacher, qu'est-ce que ça veut dire? Avant de savoir si Petkovic sous-coach vraiment son équipe, qu'est-ce que ça veut dire sous-coacher? Ne pas donner assez de consignes, ne pas donner assez de principes à ses joueurs pour leur faciliter les choses sur le terrain. Et ça, on va essayer, en prenant justement l'exemple de ce match face à la Guinée, de répondre à cette question. Est-ce que Vladimir Petkovic sous-coach l'Algérie? Et pour tenter de répondre à cette question, j'ai décidé de me focaliser sur un aspect précis du jeu de l'Algérie, son jeu de possession. Et ce qu'on peut dire quand on voit l'Algérie relancer ou quand on voit l'Algérie construire et essayer de progresser sur le terrain, est-ce qu'on peut voir des consignes claires sur ces phases de jeu-là? Voilà ce qu'on va essayer de faire dans cette vidéo et je vous propose de nous plonger là-dedans tout de suite. Et pour commencer, on va se pencher sur un principe très clair, très simple pour les équipes qui veulent ressortir la balle court face à un adversaire qui les attend en bloc médian, bloc haut, c'est de respecter la largeur du terrain. Toutes les équipes vont respecter la largeur et vont avoir des appuis à gauche et à droite de manière à étirer un maximum le premier rideau adverse. C'est simple, si l'adversaire ferme l'axe, on fait une passe sur le côté, on a touché la ligne de touche à droite, l'adversaire vient fermer à droite, on va renverser à gauche à défaut de pouvoir progresser, on va au moins, si on ne peut pas transpercer l'adversaire par une passe, essayer de le contourner, le fameux U que personne n'aime vraiment, mais le fameux U, c'est la base pour essayer au moins de progresser sur le terrain en attendant une ouverture pour une passe verticale. Et justement, quand on regarde l'Algérie jouer face à la Guinée, on voit que ce principe de largeur max n'a pas toujours été respecté, exemple en image. Et on commence ici avec cette remise en jeu. Là, on est sur une remise en jeu, donc c'est normal qu'il n'y ait pas la largeur max, parce que des touches, ça peut être aléatoire, on peut basculer très vite sur des ballons 50-50, et une paire de balles pourrait être très dangereuse pour la défense, donc on n'a pas de largeur max au moment de la remise en jeu, c'est normal. Mais ensuite, une fois que celle-ci est faite, là, le premier objectif, c'est de réussir à s'étirer. Comme là, ça va être bien fait justement, le renversement, on sort de la zone, on va vers le côté opposé, et c'est là que le problème commence, parce que là, vous voyez que du côté guinéen, on coulisse tranquillement avec le 3 de devant et les deux milieux de terrain, ça se replie ensuite en 5-4-1. Et là, Attal, la solution logique, ce serait d'aller dans cette zone, soit en faisant une passe, soit par la conduite de balle. Mais l'objectif, c'est d'aller toucher au moins cette ligne à droite et de progresser. Et là, que fait Attal? Non, il fait demi-tour, et finalement, on revient à gauche. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé quand on a fait ça? On a permis au bloc guinéen, au lieu de défendre sur toute la largeur du terrain, il n'a qu'à défendre que sur, on va dire, allez, les 2/3, puisque Attal n'est pas venu toucher la ligne. Et forcément, au moment de recoulisser de l'autre côté, ça va être beaucoup plus facile pour les Guinéens, et lorsque la passe part, derrière, la pression est mise, et finalement, la touche est concédée par le latéral algérien. On continue ici, remontée de balle de l'Algérie. Vous voyez le positionnement de Mahrez à l'intérieur, ce qui veut dire que tout le côté est ouvert. Et pourtant, qu'est-ce qui va se passer ici? On n'a pas vraiment de solution qui se montre à l'opposé. Ça y est, voilà, enfin, Attal. Et là, finalement, on se fait enfermer. Et là, on devrait, du côté des Algériens,
Mandy devrait décrocher pour aller offrir une solution à son gardien de but, une solution rapide. Attal devrait aussi y aller, et finalement on reste en place. Et là, ça va être un petit peu la panique, on revient pas gardien, on est sous pression, on perd le ballon, on est trop longtemps resté du même côté au lieu de renverser quand on en avait l'occasion, et ça fait une occasion concédée face à la Guinée. Nouvelle séquence, peut-être la plus importante, parce qu'on repart du gardien de but. Et pourquoi c'est très important de voir ce qui se passe quand on repart du gardien de but en termes de consignes, de voir s'il y a des consignes qui sont données et si elles sont respectées, c'est que quand on repart du gardien de but, c'est comme si on partait d'une phase arrêtée. Parce que là, lorsque Guendouzi a le ballon, il n'y a aucune chance pour que la Guinée sorte sur lui. Il n'est pas pressé à l'idée de faire cette première passe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Guendouzi, il peut attendre, si des consignes précises ont été données, que les consignes soient respectées en termes de positionnement de ses partenaires avant de donner la balle à Mandy. Là, Guendouzi, il fait tout de suite la passe. Du coup, on peut se dire que il n'y a pas de consignes particulières qui ont été données, ou alors il ne les respecte pas. Ça, c'est l'autre possibilité. Mais dans les deux cas, il y a un message qui n'est pas passé entre le staff et le gardien de but. Parce que là, sa passe, elle a l'air anodine là-dessus. Mais en fait, elle est importante. Pourquoi? Parce que lorsqu'il fait cette passe-là, regardez, ça déclenche le pressing de Guirassy. Et Guirassy, donc, va faire le pressing sur Mandy. Sauf que Mandy, quand il reçoit la balle et qu'il s'oriente vers l'avant, face au bloc guinéen, quelles sont les solutions qui s'offrent à Aïssa Mandy ici? Est-ce qu'il y a une solution vers l'avant? On regarde? Non. Il n'y a personne. Il n'y a personne dans la zone parce que Boudaoui est à l'intérieur alors que normalement, généralement, c'est lui qui occupait cette zone-là. Donc, ça veut dire qu'il y a un positionnement qui n'est pas respecté. Il n'y a personne qui se monte dans cette zone-là. Du coup, deuxième solution courte qui se proposerait à Aïssa Mandy, c'est qui? C'est Youssef Attal sur le côté. Sauf que Attal, il n'est pas orienté pour recevoir le ballon ici. Il n'est pas face au jeu, il n'est pas orienté pour pouvoir jouer vers l'avant. Donc, en cas de passe ici, Mandy le mettrait tout de suite en difficulté, puisque Attal prendrait le pressing du joueur guinéen le plus proche. Du coup, Mandy, qu'est-ce qui se passe? Le jeu avance, il prend la pression de Guirassy, retour gardien, Guirassy va mettre la pression sur le gardien, il n'y a pas de largeur ici, le numéro 4 devrait s'excentrer, il ne vient pas, et il n'y a surtout pas de largeur à gauche ici. Et je pense que c'est une des séquences qui illustre le mieux le fait que les choses ne sont pas très préparées au moment de repartir du gardien de but du côté algérien. On avance ici, et du coup, il n'y a pas de solution courte, il n'y a pas de solution ici, donc Guendouzi, qu'est-ce qu'il fait? Il allonge, jeu long, à la retombée, c'est un Guinéen, le deuxième ballon aussi, faute, et récupération de balle de la Guinée dans le camp de l'Algérie. Nouvelle séquence ici. Vous avez vu une première passe, la remise en jeu ici, c'était l'occasion de revenir gardien de but et de renverser. On est revenu côté fermé. L'occasion ici aussi de parler du positionnement de Zerouki qui pourrait peut-être un peu plus se montrer de manière à être disponible et pouvoir permettre le jeu vers l'avant. C'est pas le cas ici. On revient ici. Nouvelle opportunité de revenir vers le gardien de but et de renverser. C'est raté. On revient encore côté fermé. Et là, forcément, à force de revenir plusieurs fois côté fermé, l'adversaire, il a avancé, il met la pression, et c'est maintenant qu'on revient gardien, sauf que là, maintenant, on se retrouve avec un gardien qui prend la pression et qui n'est peut-être pas à l'aise là-dessus pour prendre des risques, alors que un gardien à l'aise au pied, il serait sans doute allé chercher Mandy, ou il aurait peut-être ouvert ses épaules un petit peu pour aller chercher Attal. Là, on est sur un gardien très à l'aise au pied, ce que je dis, mais Guendouzi, c'est pas son cas. Guendouzi, sous pression, il relance. La relance est manquée, la balle est perdue, et là, c'est une autre opportunité pour la Guinée dans les 30 mètres de l'Algérie. Tout ça parce qu'il y a des principes très simples du genre, on a touché une ligne de touche ou on part d'une ligne de touche. L'objectif, c'est, si on n'arrive pas à progresser verticalement, c'est d'aller toucher l'autre. Ça, à partir du moment où ce n'est pas respecté, ça facilite grandement la tâche défensive de l'adversaire. On continue ici. Possession de balle pour l'Algérie. Vous voyez, on est au niveau de la ligne de touche côté gauche. Donc l'objectif, c'est quoi? Ça va être essayer d'aller de l'autre côté si on ne peut pas progresser vers l'avant, on renverse, on arrive ici. Là, il y aurait l'opportunité de revenir vers son gardien de but qui, lui, ensuite pourrait ouvrir le jeu vers le côté opposé. Finalement, la première touche de Mandy le ramène côté fermé. Donc là encore, on revient dans la difficulté, on dégage, et à nouveau, on se retrouve dans une situation de 50-50, jeu long, deuxième ballon, qui forcément amène un peu d'aléatoire dans la sortie de balle, là où on veut de la maîtrise pour pouvoir gagner en sérénité et poser le jeu. Là, vous voyez tout le bloc algérien qui est sur une petite zone du terrain, et là, ça y est, ça va se calmer. Attal s'écarte enfin,
Et là, on va pouvoir progresser, là, on va pouvoir avancer, les Guinéens ont relâché la pression, et les Algériens peuvent sortir enfin proprement de leurs 30 mètres. On avance avec Attal, et là, on a une opportunité, on n'a pas touché la ligne tout à fait, mais on est allé d'un côté, et là, on va pouvoir aller de l'autre, toucher le deuxième latéral, mais là, on arrive à une autre question dans le jeu de l'Algérie. Cette question, c'est celle du jeu long. Est-ce que l'Algérie abuse du jeu long dans certaines situations? Parce que là, la profondeur, elle est plutôt gérée. Là, vous voyez, l'appel est plutôt bien géré. Et là, de toute façon, la balle va partir. Et vous allez aussi avoir le gardien guinéen en couverture. Donc voilà pour cette première partie de vidéo sur la notion de largeur. Vous voyez qu'il y a plusieurs indices qui laissent penser qu'on n'a pas, du côté du sélectionneur algérien, quelqu'un qui va marteler des principes, des positionnements clairs pour pouvoir sortir correctement les ballons. Et c'est là que le côté sous-coaching peut entrer en ligne de compte. Et c'est d'autant plus important quand on a affaire à des joueurs qui n'ont pas tous le même niveau ou qui n'ont pas tous évolué au même niveau, travaillent au niveau du build-up, de la construction, etc. Si tous les joueurs ne sont pas au même niveau et qu'il n'y a pas un cahier des charges commun, bah, tout le monde va jouer un petit peu selon ses habitudes. Et si certains joueurs vont appliquer des principes qu'ils ont connus dans des grands clubs, d'autres joueurs qui n'ont jamais eu l'occasion d'appliquer ces principes-là vont se retrouver parfois en difficulté. Et le meilleur exemple, par exemple, c'est Guendouzi. Si on ne dit pas à Guendouzi, tant que les joueurs ne sont pas placés là où on a demandé à ce qu'ils soient placés avant le match, tu ne fais pas cette première passe. Et tu donnes pas ce ballon à Mendy, parce que derrière Mendy, vous l'avez vu, je ne vais pas le répéter, il est embêté parce qu'il n'a pas de solution courte qui se présente à lui. Donc il revient sur Guendouzi, et c'est la panique, et c'est la relance longue, et la balle est perdue. Le jeu long, justement, parlons-en désormais avec cette nouvelle palette. Et donc, on est sur une situation où on repart de Guendouzi avec la passe en retrait de Mendy et le pressing de Serhou Guirassy qui va faire ce fameux pressing courbé là pour enfermer Guendouzi et le forcer pour empêcher le retour vers Mendy et du coup bloquer l'Algérie sur un demi-terrain. Sauf que là, on est dans une situation où analysons la séquence ici. Vous avez 3 joueurs algériens qui se proposent et vous avez 2 joueurs guinéens ici qui ne sont pas dans des attitudes prêts à sortir. Vous voyez que là, le joueur le plus avancé, on n'est pas en mode Ousmane Dembélé dans les starting blocks pour sortir pressé très vite sur le central gauche de l'Algérie. Donc là, on a une opportunité très simple pour Guendouzi, c'est jouer court ici et le défenseur central gauche va ensuite trouver le latéral sans problème. Deuxième possibilité, un petit peu plus compliquée, j'avoue, mais c'est trouver Zerouki pour revenir sur Mendy et complètement annuler le pressing de Guirassy. Et là, le choix de Guendouzi, c'est quoi? C'est d'allonger, alors que des solutions courtes semblaient assez évidentes. Alors certes, à la retombée, c'est un 2 contre 2 à jouer, mais tout dépend après le profil de l'avant-centre ou de l'ailier sur lequel vous allez mettre ce ballon. Si vous aviez un combo avec un joueur très fort dans les airs et quelqu'un capable de prendre la profondeur, là, vous aviez peut-être un argument pour jouer long et mettre en difficulté la défense. Là, en l'occurrence, ça va être plutôt contrôlé par la Guinée, même si, bon, on est sur un ballon balancé derrière, mais voilà, la balle est mise au sol et c'est récupéré facilement par la Guinée. Nouvelle séquence, on est sur une relance à 3 avec Zerouki qui est descendu entre ces 2 défenseurs centraux, pourquoi pas après tout. On a sur les côtés la largeur qu'on voulait tant lors de la vidéo précédente, la largeur ici est respectée, pourquoi pas, on a des opportunités donc pour contourner ce bloc ici, et on a même une modulation avec Riyad Mahrez qui dit à Attal, vas-y, prends l'aile, moi je vais décrocher ici. C'est pas forcément quelque chose de très habituel, mais pourquoi pas, après tout, à partir du moment où il y a un équilibre et où les positions sont respectées, peu importe qui est en position, tant que on peut autoriser des rotations comme ça. Bon, petit problème, c'est que Mahrez et Attal, une fois qu'ils sont tous les deux excentrés, il n'y a plus personne dans cette zone-là où Mendy pourrait peut-être trouver une passe, et Boudaoui va s'y rendre un petit peu en retard, comme vous allez le voir ici. La balle arrive jusqu'à Mahrez. Mahrez est enfermé plutôt bien ici, mais il va quand même réussir à se sortir de la pression et à trouver Zerouki. Là, c'est bien, on a des opportunités pour avancer jusqu'ici. La largeur a été respectée, on a avancé jusqu'au niveau de la médiane, et là maintenant, on va essayer de rentrer dans le camp adverse. Zerouki a des opportunités, il peut jouer directement vers son latéral, il peut essayer de trouver Chaibi entre les lignes. Il y a 2 possibilités, malheureusement, là, le positionnement de Chaibi oblige l'adversaire à resserrer intérieur. Zerouki prend pas de risque, il rejoue vers son défenseur
qui peut toutefois lui-même aller toucher sur le côté et créer une situation où là vous avez quand même une possibilité de supériorité numérique en faveur des Algériens avec un 3 contre 2 qui pourrait se dessiner assez rapidement. Sauf que là, qu'est-ce qui se passe? En bas, vous avez Attal qui lève le bras et qui demande le ballon. Et qui va être servi là-dessus? Alors qu'on a quand même une solution courte qui est très possible, qui pourrait permettre ensuite d'attaquer la profondeur. Parce que s'il lui est touché, ce joueur-là peut sortir, mais s'il sort à contre-temps, là derrière, il y a tout l'espace qui s'ouvre pour un appel. Sauf que là, le porteur, il choisit de renverser à l'opposé, où certes, vous avez un 2 contre 1, mais là encore, il n'y a pas un joueur fort de la tête, et le deuxième ballon, il va être en faveur de la Guinée qui va récupérer la touche. On continue ici, séquence de possession, on est plus haut sur le terrain, on a quelques mouvements au niveau de la ligne offensive, mais là, on va renverser de la gauche vers la droite, on arrive ici, le duel aérien, à nouveau, comme vous l'avez vu, est perdu, le deuxième ballon est gagné, on peut quand même continuer à s'installer. Là, ça y est, on est à droite, on a le joueur, le latéral gauche qui est disponible. On va aller jusqu'à lui. Donc là, on retrouve le concept de largeur que l'on voyait tout à l'heure. L'Algérie conserve. Nouvelle opportunité de renverser de la gauche vers la droite. Mais là, finalement, Chaibi choisit la profondeur. Et là, on se heurte quand même peut-être à une limite de l'Algérie. C'est cet abus des ballons en profondeur par-dessus, des défenses qui, quand on parle de petites défenses en Afrique, il y a des petites sélections qui, ce genre de ballons, peuvent se faire piéger. Néanmoins, quand on arrive et qu'on affronte des équipes du chapeau C, du chapeau B, on se retrouve avec des équipes qui sont capables de défendre ce genre de ballon, et la Guinée, avec ses défenseurs centraux, est capable de défendre ce genre de ballon et d'anticiper la profondeur de façon plus efficace. Et d'ailleurs, on est quand même en Afrique depuis quelques temps sur une élévation globale du niveau de toutes les équipes qui font que ce genre de ballons-là, elles sont de plus en plus rares, les équipes qui se font piéger par des ballons aussi simples par-dessus dans la profondeur. Donc là-dessus, on peut distinguer aussi un peu un manque de patience de l'Algérie dans sa possession de balle, avec des ballons par-dessus qui arrivent un petit peu trop vite peut-être, et des défenses qui ne sont pas assez fixées et qui du coup peuvent facilement anticiper ce genre de ballon. L'autre point aussi qui est un petit peu étonnant quand on connaît les forces de l'Algérie et le fait qu'à gauche comme à droite, elle a des joueurs de percussion, elle a des ailiers qui sont capables de faire la différence, c'est quand même assez bizarre de s'entêter à mettre des petits ballons par-dessus quand on sait que si on touche l'aile gauche, on a un joueur qui va peut-être pouvoir faire des diffs, et si on touche l'aile droite, on a un joueur qui va pouvoir faire des diffs. Donc pourquoi, parfois, refuser d'utiliser cette largeur pour toucher les joueurs qui, sur le papier, sont censés être les éléments les plus créatifs et les plus techniques de l'équipe? Et pour résumer un petit peu les choses, deux dernières séquences ici. Une séquence de progression, où on part d'abord côté droit, on avance, vous voyez qu'on fait coulisser le bloc guinéen d'un côté. On va finalement, après avoir fixé un peu l'intérieur, on va repartir, j'ai dit, on va repartir de l'autre côté, voilà. On y arrive, et là ça y est, on a fixé d'un côté, on va pouvoir renverser de l'autre, et là la progression est possible. Et là on avance, et vous voyez qu'on peut très facilement et très rapidement se retrouver dans les 30 derniers mètres. Tout ça en ayant touché d'un côté, puis renversé de l'autre. Et la nouvelle séquence, opportunité pour toucher d'un côté et renverser de l'autre, sauf que là, Boudaoui ne se retourne pas, on reste côté fermé, on recule jusqu'à Mandi. Là, Mandi aurait l'opportunité, il y a deux choses qui s'offrent à lui. D'un côté, renverser de ce côté-là, où vous avez un 2 contre 2, voire un 2 contre 1 dans cette zone-là, ou bien jouer long dans cette zone-là, où vous avez finalement un 3 contre 2. Et là, Mandi va choisir la zone où il y a le plus de Guinéens. En l'occurrence, la balle est perdue, c'est renvoyé, et là, forcément, on est sur du ballon 50-50, et là, cette fois-ci, ça va tourner à l'avantage de la Guinée, parce qu'un jeu long trop pressé, une zone mal choisie, et derrière, c'est une énorme occasion, et heureusement, Attal, qui a tendu le ballon, n'est pas rancunier, et sort cette situation du but algérien. Alors évidemment, dans cette vidéo, il ne s'agit pas de dire que l'Algérie doit arrêter de jouer long, la variation, c'est toujours bien en possession de balle, mais qu'il y a des moments plus opportuns de le faire ou pas, et parfois, on a l'impression que dans la circulation de balle algérienne, il y a un certain manque de patience dans la possession de balle qui fait que les jeux longs sont envoyés mais sont facilement
couverts par les adversaires. D'ailleurs, si on prend les statistiques du match face à la Guinée, le pourcentage de jeux longs des Algériens a été assez catastrophique. 35 longues passes tentées, seulement 14 réussies. Et du coup, vu que c'était des jeux longs souvent tentés dans le dernier tiers, vers le dernier tiers, pour rentrer dans le dernier tiers, parce qu'on avait du mal à y accéder autrement, comme vous le voyez ici, seulement 55% de passes réussies vers et dans le dernier tiers adverse. On peut aussi recouper ça avec le nombre de passes progressives et le pourcentage de passes progressives réussies. Moins de 50% là encore. Donc sur ce match, il y avait un vrai souci à ce niveau-là, et ça sera intéressant de suivre justement ce qui va se passer lors des 2 prochains matchs de l'Algérie. Évidemment, face à la Somalie, les Algériens devraient faire face à un bloc plus bas qui devrait leur faciliter la tâche pour rentrer dans le dernier tiers au sol. Là, il s'agira plus de réussir à déstabiliser le bloc somalien près de la surface pour arriver à des positions de tir intéressantes. Mais le dernier match face à l'Ouganda sera peut-être une nouvelle répétition de ce qui s'est passé face à la Guinée. Ça sera intéressant de voir face à une équipe plus solide a priori si les Algériens montreront qu'ils ont réglé les problèmes vus face à la Guinée et qu'on a développés dans cette vidéo. D'ailleurs, avec la nouvelle liste établie par Vladimir Petkovic, ça m'intéresse d'avoir votre avis en commentaire. Selon vous, quel va être le 11 aligné par Petkovic? Et selon vous, quel serait le 11 idéal pour l'Algérie, pour la Somalie et pour l'Ouganda? J'attends vos avis en commentaire, tout comme j'attends évidemment vos petits pouces pour soutenir cette vidéo et pourquoi pas un petit abonnement à la chaîne. Merci beaucoup et à bientôt.